Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de choisir Bénin TV pour cette journée du 30 juillet 2026 qui ne se contente pas de faire l'actualité mais qui écrit l'histoire. Une nouvelle pierre vient renforcer l'édifice républicain. Une nouvelle voix s'apprête à rejoindre le concert des institutions du pays. Le Bénin ouvre officiellement ce matin le chapitre du Sénat. Plus qu'une cérémonie, c'est une architecture institutionnelle qui prend forme. Bien au-delà d'une installation, c'est une vision d'une gouvernance qui se matérialise avec l'ambition d'enrichir le débat démocratique, d'apporter davantage de recul à la fabrication des lois et d'ancrer encore un peu plus l'équilibre des institutions de la Ve République. Alors, quel défi attend cette Chambre haute? Quelle sera sa véritable plus-value dans le fonctionnement de l'État? Et surtout, comment s'articulera-t-elle avec l'Assemblée nationale? Autant de questions que nous allons décrypter tout au long de cette émission spéciale pour nous accompagner dans cette lecture institutionnelle. Deux constitutionnalistes sur ce plateau avec nous, le juriste Franck Oquet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, le professeur Gilles Badet, qu'on ne présente plus, évidemment. Merci, professeur, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et tout au long de cette émission spéciale, chers téléspectateurs, nous vivrons en direct depuis Porto Novo cette cérémonie historique consacrée à l'installation officielle des sénateurs et qui sera marquée essentiellement par une unique allocution pour consacrer l'entrée en fonction de la première mandature du Sénat et viendront ensuite les premières réactions des acteurs. Avant les analyses, allons tout de suite prendre le pouls de ce moment historique. Le cœur institutionnel du pays bat déjà au rythme de cet événement à Porto Novo, direction le Parlement où tout est désormais prêt pour accueillir cette cérémonie fondatrice. Retrouvons tout de suite Koudous Abdoulaye et nos équipes techniques pour nous faire vivre l'ambiance qui précède l'ouverture officielle des travaux. Koudous Abdoulaye, bonjour, vous êtes en direct du Parlement. Quelques instants nous séparent de cette cérémonie historique. Dites-nous, quel visage présente ce matin le Parlement? Bonjour Rodrigue, bonjour à tous. Ici à l'esplanade de l'Assemblée nationale, le cœur de la démocratie béninoise bat plus fort que jamais. Tout est fin prêt sous les chapiteaux, les invités prennent place, autorités politiques, administratives, corps diplomatiques et société civile. Le Bénin au grand est représenté. Dans quelques minutes, vous le verrez, un acte majeur sera posé, l'installation des membres du Sénat, la deuxième chambre du Parlement entre en fonction. C'est la consécration d'un acte constitutionnel majeur. Les réformateurs veulent donner à la démocratie béninoise plus de profondeur, plus de sagesse. Eh bien, vous le verrez ici à Porto Novo. Place donc sous peu au discours et au lancement officiel de cette cérémonie. Ici à Porto Novo, donc, c'est le début d'un nouveau chapitre institutionnel que nous allons faire vivre aux Béninois et avec vous, Rodrigue Babak-Bretor, et vos invités sur le plateau, avec donc ce plateau donc dédié à cet événement. Merci Koudous Abdoulaye pour ce décor planté et la cérémonie sera présidée bien entendu par l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Elisabeth Poyon, en qualité de deuxième doyenne d'âge de l'institution. Elle remplace le doyen d'âge Nicéphore Soglo, actuellement en soins à l'étranger. Alors chers invités, le décor il est planté, l'instant est historique et avant que les premiers actes ne soient posés, donc donnons aux Béninois les clés de lecture de cette journée avec vous. Tout de suite, parlons du contexte. On sait que chaque grande institution naît d'une vision. Le Sénat est aujourd'hui une réalité. Petit rappel, pourquoi est-ce que le Bénin choisit-il de franchir ce cap en 2026? On va y répondre tout à l'heure avec vous, Franck Oquet. Saluons tout de suite, ou remarquons du moins tout de suite, l'arrivée de l'ancien président de la République, Thomas Boni-Yayi, accueilli par le président de l'Assemblée nationale, Joseph Djokbeno. Ils rejoignent donc tous deux l'attente où sont regroupés donc les participants à cette cérémonie fort historique. Je reviens à vous, Franck Oquet. Rappelez-nous alors, pourquoi est-ce que le Bénin choisit-il de franchir ce cap cette année, en 2026? Merci. Permettez-moi, avant d'engager mon propos, de dire mon privilège ce matin d'être aux côtés de mon aîné, le professeur Badet,
un mentor, si vous voulez, le premier professeur à m'avoir permis de faire cette confession-là, permettez-moi, m'avoir permis de donner mes premiers cours à l'université, d'enseigner la théorie de droit constitutionnel. C'est grâce à M. Badé que j'ai assisté dans une université prestigieuse, je ne donnerai pas le nom. L'élève est à côté du professeur. Voilà, je voulais faire cette précision et dire merci au professeur Badé pour tout ce qu'il représente pour moi. Je le dis comme ça. Avant de répondre à la question de la nécessité même du Sénat, il convient de dissiper, si vous voulez, un malentendu. On vient de dissiper un malentendu. Le Sénat béninois n'est pas une chambre parlementaire à l'instar des chambres parlementaires de façon classique. Ce n'est pas une chambre parlementaire classique. Le constituant béninois de 2025 a confié plutôt une double mission au Sénat béninois. Laquelle? Non seulement une mission législative, bien évidemment, mais une mission de régulation de la vie politique et de préservation de la stabilité de la République. Donc, les missions du Sénat béninois vont au-delà de celles d'une chambre parlementaire classique. Voilà. Et autrement dit, le Sénat béninois est un conseil de sages qui non seulement intervient dans des domaines législatifs précis, à savoir les lois constitutionnelles, les lois ayant rapport à l'organisation des partis politiques, mais également les lois ayant rapport aux élections, les lois électorales. Voilà les trois types de lois classiques où le Sénat intervient en tant que législateur. Par ailleurs, le Sénat a des prérogatives consignées dans l'article 113, numéro 113-1 de la Constitution, qui dit précisément ceci: le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité, de la démocratie et de la paix. Une série de prérogatives politiques et institutionnelles de notre pays a dû faire comprendre aux acteurs majeurs, décisionnels ou plus précisément au pouvoir constituant dérivé de 2025, la nécessité d'ériger une institution qui, au-delà des institutions classiques connues dans nos démocraties, pourrait jouer un rôle qui va de la régulation politique à l'activité parlementaire, en passant par un certain nombre d'arbitrages qui, à la longue, pourraient s'avérer selon le fonctionnement qui sera le sien, selon les règles qui seront définies par le règlement intérieur de l'institution. Nous aurons de plus amples précisions sur les mécanismes par lesquels, parce que la Constitution ne définit pas tous les mécanismes à travers lesquels le constituant, le Sénat va se déployer. Donc on va encore attendre des tests supplémentaires, des règles de droit supplémentaires qui nous permettront de voir comment le Sénat va réguler l'activité politique, va contrôler la trêve, va assurer la trêve politique telle que précisée dans l'article 113-1 et stabiliser la paix et préserver la paix et l'équilibre des institutions. Et toutes ces précisions faites, en quoi est-ce que, selon vous, cette journée du 30 juillet 2026 marque un tournant historique pour le Bénin? C'est clair, le Sénat est d'apparition nouvelle. Le Sénat est d'apparition nouvelle et c'est un Sénat atypique, sui generis, si vous voulez. Du coup, nous sortons de notre ordonnancement constitutionnel habituel pour démarrer une expérience que je souhaite heureuse pour la démocratie béninoise et que je souhaite nous aidera, que je pense nous aidera à sortir de certaines impasses. Malheureusement, des réserves peuvent être émises quant au chevauchement possible
entre les prérogatives de cette institution et celles d'autres institutions comme la Cour constitutionnelle déjà qui juge régulateur du fonctionnement des institutions. Et c'est pour cela que j'estime qu'il nous faudrait attendre de voir un peu les règles internes de fonctionnement de cette institution et de voir comment ces règles, ces normes vont se déployer dans la suite pour que nous évitions des interférences, des chevauchements ou des conflits entre ces différentes institutions. C'est ça. Et priorité donc au direct. On remarque aussi depuis Porto Novo sur ces images l'arrivée de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Antoine Hidji Kolawole, qui est accueilli par l'actuel président du Parlement, Joseph Djogbenou. Lui aussi, il fait son entrée dans cette tente réservée aux différents invités pour cette cérémonie historique. Et c'est le président de l'Assemblée nationale qui a pour mission donc ce jour d'accueillir tous les hôtes du palais des gouverneurs de ce matin. Alors, merci pour tous ces éclairages, Franck Oquet. Je passe à vous, professeur Gilles Badé. On sait que l'Assemblée nationale est déjà le temple quand même de la représentation populaire. À quel nouvel équilibre il faut s'attendre avec l'arrivée du Sénat? Merci. Vous savez qu'il faut toujours chercher la perfection. Et l'Assemblée nationale, qui est animée par des acteurs politiques, peut avoir intérêt à ce qu'un test, parce que entre les deux chambres du Parlement, seule l'Assemblée nationale a l'initiative des lois. C'est à ce niveau que tout démarre. Donc l'Assemblée nationale a ses logiques qui peuvent être prises en compte dans l'adoption d'un test, mais on demande à ceux qui ont eu l'expérience par le passé, l'expérience de la gestion des affaires publiques, que ce soit au niveau du pouvoir exécutif, au niveau du pouvoir législatif, on leur demande d'avoir un regard de recul, un regard de sagesse, un regard plein d'expérience pour voir ce que les jeunes générations n'ont peut-être pas vu et anticiper sur ce qui pourrait être difficile d'application, sur ce qui pourrait être chimérique, sur ce qui pourrait avoir des entorses au moment de la mise en œuvre. Donc les plus anciens peuvent déjà, dès ce niveau-là, voir. Et c'est pour ça qu'on leur donne un pouvoir, une possibilité de demander une deuxième lecture. Ouais. Le Sénat peut demander une deuxième lecture sur n'importe quel test qui est voté, sauf les tests en matière de finances, en matière budgétaire. Et donc, c'est le contrôle de qualité. Vous savez que la Cour constitutionnelle faisait le contrôle des lois, mais sur une dimension purement juridique, qui est la dimension constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle devrait faire attention à ne pas agir en opportunité politique. Mais cette possibilité d'agir maintenant en opportunité politique au sens noble du terme est donnée au Sénat, qui peut regarder pour dire est-ce que c'est le moment d'adopter un document comme celui-ci? Est-ce que c'est le bon moment pour faire ceci? Est-ce que même si c'est bien pensé, est-ce qu'on ne peut pas attendre un peu? Donc, ces considérations politiques qui échappaient aux juges qu'est la Cour constitutionnelle peuvent désormais faire l'objet d'un regard de sagesse du Sénat avant que le tout ne soit éventuellement soumis à la Cour constitutionnelle. Du coup, on est en face d'une institution qui n'intervient pas simplement comme une étape supplémentaire dans le parcours de la loi, mais comme une boussole institutionnelle. Comme une boussole, c'est-à-dire qu'il peut arriver que la Cour constitutionnelle veuille rétoquer certains éléments d'un test, mais soit bloquée parce qu'on lui interdit de faire, disons, un jugement de nature opportunité politique. La Cour constitutionnelle doit dire qu'est-ce qui est contraire à la Constitution, mais pas qu'est-ce qui pourrait être problématique pour la paix, pour l'unité nationale, etc. C'est vrai que dans la Constitution, il y a aussi les éléments de paix et d'unité nationale, mais la Cour constitutionnelle est un peu coincée dans l'exercice de son contrôle qui est purement juridique. Le Sénat aujourd'hui, de manière décomplexée, pourra remettre ce contrôle de nature politique, d'opportunité politique, avant que la Cour constitutionnelle ne soit éventuellement saisie. Alors, au regard de la réflexion qui va être le sien, et surtout au regard de ces hautes décisions publiques ou politiques qui vont être prises par le Sénat, vous entrevoyez-vous une stabilité totale ? Je prévois une amélioration de la stabilité. On ne peut jamais avoir 100% de stabilité. Vous savez, sur la régulation du fonctionnement des institutions, qui est la fonction qui nous permet d'avoir de la stabilité, la Cour constitutionnelle avait la totalité de la régulation. C'est-à-dire que l'article 114 de la Constitution disait que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Ce texte a été modifié. Désormais, on dit que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions de la République. Point.
on n'ajoute plus et de l'activité des pouvoirs publics. Avant, la Cour constitutionnelle, dans son rôle de régulation, pouvait faire ce qu'on appelle la régulation. Lubrifiant institutionnel, c'est-à-dire la régulation pour gérer les paralysies éventuelles du fonctionnement des institutions, et la régulation discipline des acteurs politiques, c'est-à-dire pouvoir sanctionner les acteurs politiques qui ne font pas bien leur travail. Alors, priorité au direct, on voit en image là l'arrivée donc du désormais ancien président du Bénin, le président Patrice Talon, qui arrive donc à Porto Novo, au Palais des Gouverneurs, pour cette cérémonie historique d'installation des sénateurs qu'il sera lui-même, évidemment. Et on le voit en plein échange avec le président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, qui lui cède donc l'entrée pour qu'il s'installe le temps du démarrage de la cérémonie dans quelques instants. Alors, tout se met donc en place, on le remarque aisément sur ces images. Donc, professeur, revenons maintenant à l'effectif, ou du moins aux différents profils qui vont composer ce Sénat. Quelle appréciation en faites-vous ? Je pense que le Bénin a une chance extraordinaire de ne pas voir ses anciens présidents de la République aller en exil, comme le Sénégal par exemple. Il n'y a aucun ancien président de la République au Sénégal qui reste à Dakar ou qui reste au Sénégal. Ils sont obligés d'aller s'installer en France, au Maroc. Au Bénin, nous avons la chance d'avoir tous nos anciens présidents de la République en vie avec nous ici. Et au lieu de ne pas profiter de cette source de sagesse qu'ils sont, nous avons décidé de les mettre au travail et de demander de manière formelle et non plus informelle leur avis sur le bon fonctionnement de nos institutions. C'est la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Exactement, leur conseil pour modérer les acteurs, pour appeler à la paix, à l'unité nationale. Nous en faisons de même aux anciens présidents de l'Assemblée nationale, aux anciens présidents de la Cour constitutionnelle, à des personnalités qui ont dirigé les forces de défense ou de sécurité, ainsi qu'à d'autres personnalités triées sur le volet et dont les compétences sont tout à fait à la hauteur de l'espoir que l'on peut attendre d'une chambre où l'expérience et la sagesse sont attendues comme des conseils pour modérer les jeunes générations. Donc c'est une chance extraordinaire que le Bénin a de mettre en place une telle institution pour profiter de ces aînés, parce qu'on oublie souvent, nous faisons du droit constitutionnel, d'accord, mais nous sommes en Afrique. Et en Afrique, notre droit constitutionnel ne peut pas forcément ressembler au droit constitutionnel d'ailleurs. Les aînés en Afrique ont une place importante et ne pas profiter de leur expérience. C'est un gâchis pour tout Africain qui se respecte. Mais pour ce qui est du nombre, il vous satisfait, vous ? Oui, je pense que le nombre 25, je ne pense pas qu'il y ait un Sénat qui ait un nombre aussi réduit d'acteurs. Et je pense que ce nombre 25 montre que l'objectif, effectivement, c'est de n'avoir que ces anciens présidents d'institutions. Mais comme au départ, ces anciens présidents d'institutions ne font pas le nombre qu'il faut, et je pense que le constituant a voulu ouvrir un peu pour que ce nombre 25 soit atteint. Oui. Et je pense qu'avec le temps, le 25 c'est un minimum, mais avec le temps, parce que par exemple ceux qui sont là, ils ont au moins tous 5 ans. Si par exemple le président du Sénat... Il faut parler du président du Sénat, professeur Gilles Badé, mais on voit là sur les images l'arrivée de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, accueilli aussi par l'actuel président Joseph Djogbenou, son successeur donc, qui le laisse entrer. Une belle scène qui peut-être matérialise ce qui se passe sur ce plateau, l'élève à côté de son maître, pourquoi pas. Je passe d'ailleurs à vous, Franck Oquet. Le Sénat, les profils retenus pour... siéger au Sénat mêle aussi bien expérience politique qu'expertise administrative, parcours académique et connaissance des territoires. Que vous inspirent ces profils? Non, je pense que avant de rebondir sur cette question, il est important de revenir un peu sur l'implication du Sénat en tant que législateur. Oui. La dimension législative du Sénat. En matière législative, le Sénat intervient plus précisément pour donner un avis. Selon les dispositions de l'article 113.2 de la Constitution, le Sénat intervient beaucoup plus pour donner un avis de non-objection. C'est-à-dire quoi?
selon la procédure qui apparaît en ce moment, lorsque l'activité parlementaire, la procédure législative classique, l'initiative, comme l'a dit le professeur Badé, l'initiative part certainement de quelque part de l'Assemblée nationale, elle est conduite jusqu'à l'adoption du texte après toutes les étapes législatives et parlementaires. Le Sénat Oui. a un avis à donner obligatoirement. Ça se libère ainsi en matière législative. Les lois constitutionnelles, les lois électorales et les lois ayant caractère touchant à l'organisation des partis politiques sont obligatoirement soumises à un avis de non-objection du Sénat avant leur promulgation. C'est ainsi que cela a été libéré, de non-objection. De sorte que le Sénat n'a pas forcément une activité législative active. Elle est passive? Elle n'intervient pas dans la loi. Nous avons l'arrivée de la toute première dame au Palais des gouverneurs depuis que nous avons démarré cette émission. Elisabeth Poyon, doyenne d'âge, deuxième doyenne d'âge du Sénat, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, qui arrive donc au Palais des gouverneurs pour cette cérémonie historique. C'est d'ailleurs elle qui aura la charge de lancer, ou du moins de donner l'allocution de ce jour. La seule allocution d'ailleurs, l'unique de cette cérémonie historique. Elle remplace le doyen d'âge Nicéphore Soglo, je le disais à l'entame de cette émission. Nicéphore Soglo qui est actuellement en soins à l'étranger. Nous poursuivons avec vous. Je reviens sur cet aspect pour d'abord commencer par évoquer techniquement les conséquences juridiques à partir de cet instant que peut avoir l'irruption de ce nouvel acteur constitutionnel, institutionnel dans l'ordonnancement constitutionnel de notre pays. Okay. Quand le Sénat se sent interpellé à se prononcer de façon obligatoire, par exemple, sur une procédure de révision constitutionnelle, la conséquence première qui n'est pas perceptible tout de suite, c'est qu'on doit certainement retourner, questionner les dispositions du titre 11 de notre Constitution. Je ne sais pas pourquoi, à l'instauration, à l'avènement du Sénat dans la révision constitutionnelle de 2025, le Parlement officiant en qualité de constituant et institué dérivé n'a pas touché aux dispositions relatives à la procédure de révision constitutionnelle parce que les articles 154 et 155 de la Constitution actuelle, dans laquelle figure l'instance sénatoriale, qui doit obligatoirement donner un avis de non-objection avant la validation de la procédure de révision constitutionnelle, elle n'apparaît pas dans le processus de révision de la Constitution posé par le titre 11, à savoir les articles 154 et 155. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a maintenu les mêmes formules. On a maintenu les mêmes formules et à l'image, on voit d'ailleurs Amoussou Bruno qui, il y a quelques instants, avait sa main tenue par Barthélémy Cassa. Amoussou Bruno, ancien président également ancienne figure, du moins figure emblématique, je vais dire, du Bénin, ancien président de l'Assemblée nationale aussi, j'y arrive, qui est d'ailleurs rejoint par Robert Dossou, qui vient juste de le laisser, sans doute pour une autre course, toujours dans le cadre de cette cérémonie historique. Amoussou Bruno qui donc franchit le seuil de cette tente réservée aux différents participants à cette cérémonie historique et fait ses civilités, bien entendu, au président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou. Nous poursuivons donc sur ce plateau avec vous, Franck. Oui, je voulais le dire. Et par rapport au processus de mise en œuvre de la révision, j'ai été surpris de voir dans le texte que la procédure n'a pas changé, contrairement à ce que comme le professeur l'a indiqué tout à l'heure par rapport à l'article 114 de la Constitution, où
la Cour constitutionnelle s'est vue retirer la régulation de l'activité politique. Et comme une figure politique peut en cacher une autre, eh bien, on voit à l'image l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Rumbedji, qui lui aussi fait son entrée donc dans cette tente des personnalités sénatoriales qui vont être installées dans quelques instants. Et il était accueilli aussi par l'actuel président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbeno. Alors, Franck, OK. Je me permettais cette parenthèse pour indiquer que, à partir de l'avènement de cette nouvelle institution, il y a forcément une activité législative majeure qui va être déployée, notamment en ce qui concerne le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais également la Constitution elle-même qui doit pouvoir ajuster, accommoder certaines de ces dispositions à la nouvelle institution sénatoriale. Et j'en donne pour preuve, pour illustration, les articles dont je parle, la mise en œuvre même de la révision constitutionnelle. Si quelqu'un, un profane, prend la constitution béninoise et dit je veux savoir comment ça se révise, la constitution du 11 décembre 1990, révisée déjà par 2 lois constitutionnelles, il va vers le titre 11 de la révision constitutionnelle. Il va se dire, à partir de l'étape où la loi constitutionnelle, où le projet a été pris en considération, c'est-à-dire la recevabilité, et adopté par la majorité qualifiée requise, celle des 4/5e, il va se dire, à cet instant précis, la révision constitutionnelle est acquise. Je ne sais pas si vous percevez un peu la nuance, la subtilité. Alors que, dans ce même contexte, il y a une nouvelle exigence législative qui s'invite, celle de la non-objection du juge constitutionnel, celle de la non-objection du Sénat. C'est une ouverture que je fais rapidement. Par rapport au Sénat lui-même, il a été conçu comme une sagesse républicaine, d'accord ? Comme une sagesse républicaine chargée d'accompagner les grands équilibres de l'État. Du coup, le bénéfice de la présence de 3 anciens présidents de la République, de plusieurs anciens présidents de la Cour constitutionnelle et de plusieurs anciens présidents de l'Assemblée nationale pourrait rigoureusement ou substantiellement accompagner les volontés ou l'ambition d'en faire réellement cette sagesse républicaine, cette innovation. Gageons que dans la pratique, les velléités antagonistes internes ne prennent pas le pas sur la volonté concrète de permettre à cette institution de nous avancer, de nous projeter dans une démocratie de qualité, dans une démocratie nouvelle. L'innovation africaine dont parlait le professeur. Cependant, faisons attention, nous n'allons forcément pas réinventer la roue. Nous n'allons pas réinventer la roue. Il y a des principes démocratiques qui vont certainement rester. Le Sénat ne va pas tout chambouler. Le Sénat ne va pas tout chambouler. Et en matière législative, le Sénat est suffisamment bien encadré. Nous allons attendre les tests qui permettent son fonctionnement pour voir dans quelle mesure cette institution, bien sûr, accompagnera et le Parlement et l'ensemble des autres institutions pour une démocratie de qualité. Il faut le préciser d'ailleurs, le règlement intérieur du Sénat sera validé par les sénateurs une fois installés, après la cérémonie d'installation au cours de cette journée. Bien sûr, c'est important. C'est l'outil normatif qui leur permet de démarrer les activités. Et je pense que ce règlement intérieur doit passer d'abord par le filtre du contrôle de constitutionnalité. Je ne sais pas si le test constitutionnel de 2025 a prévu expressément, si ça n'a pas été fait, c'est clair que ça va devoir être fait d'une manière ou d'une autre. Le règlement intérieur du Sénat a
pratiquement... Vous savez, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a une valeur constitutionnelle. Bien sûr. Il fait partie du bloc de constitutionnalité depuis une décision rendue le 14 avril 1994. Donc, depuis plus de 32 ans, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est comme à la même valeur que le corpus constitutionnel du pays. Donc, le règlement intérieur du Sénat doit passer par le filtre de ce contrôle, bien sûr, et à partir de ce moment, l'institution peut commencer réellement à agir. On saura les dates de ces sessions, le calendrier officiel de son fonctionnement, et puis nous verrons à la longue comment cette institution va entrer dans l'ordonnancement général juridique du pays et de quelle manière elle fera progresser la démocratie. Alors, professeur Gilles Badet, il y a l'un de ces membres du Sénat dont justement l'adhésion a suscité beaucoup d'intérêt et de remous au sein de la population. Après plusieurs hésitations, il a choisi de siéger. Lui, c'est l'ancien président Thomas Boni Yayi. Est-ce qu'on devait s'attendre forcément à son acceptation de siéger? C'était évident, selon vous? Moi, je n'en ai jamais douté. Je sais que la Constitution, vous savez, quand il y a des réformes, il peut y avoir des résistances. Mais une fois que le texte est adopté, promulgué, en vigueur, je pense qu'il faut y aller. Et il ne faut pas préjuger que ça va se passer mal ou quoi que ce soit. Il faut aller dans le fonctionnement des institutions, tenter d'agir, tenter d'apporter sa contribution avant de tirer des conclusions. Permettez-moi de faire deux petites observations. Par rapport au travail législatif du Sénat, oui. Effectivement, l'élément phare, c'est la non-objection sur les tests constitutionnels, électoraux et de composition des fonctionnements des partis politiques. Mais il faut dire que le dernier alinéa de l'article 113-2 précise que le Sénat peut solliciter, dans les mêmes conditions que le président de la République, une seconde délibération de toute loi votée par l'Assemblée nationale, excepté les lois de finances et de règlement ainsi que les lois de programme. Donc, il y a, disons, une compétence ordinaire sur l'ensemble des lois, à part les lois de finances, et il y a une compétence de non-objection sur les lois les plus importantes, que sont les lois constitutionnelles, électorales et de partis politiques. Dernier point, c'est que l'article 123 de la Constitution a effectivement prévu qu'avant leur entrée en vigueur, le règlement intérieur, y compris du Sénat, doit faire l'objet de contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. C'est ça. Et que peut symboliser pour vous la présence au sein d'une même institution de ces deux figures majeures de l'histoire politique du Bénin, que sont le président Boni Yayi et le président Patrice Talon? C'est le symbole même de la paix et de l'unité nationale. Alors, symbole de la paix et de l'unité nationale, et sur les images à l'écran, eh bien, on remarque que les choses bougent déjà du côté de l'Assemblée nationale. La tente réservée à l'attente des sénateurs est en train donc de connaître la sortie de ces grandes figures de notre pays. On aperçoit sur les images Amoussou Bruno et Boni Yayi qui font donc la causette, sur le tapis rouge, suivi également d'autres personnalités. On aperçoit Ousmane Batoko également, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Idi Kolawole, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Roumbedi, aux côtés de qui l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mathurin Nago. Tous donc sont en train d'emprunter le chemin qui les mène à la salle, le chemin qui les mène à la salle où va se tenir cette installation solennelle des sénateurs, et le président Patrice Talon qui aussi est du lot, initiateur d'ailleurs de cette réforme institutionnelle, de l'instauration même du Sénat, suivi sur ces images donc de Pascal Irené Koupaki, et les voilà donc dans cette grande salle qui va abriter l'installation officielle des sénateurs. Dans quelques instants, chacune des autorités prend place sous le regard, bien entendu, du doyen du corps diplomatique, du préfet du département de l'Ouémé.
Toutes les personnalités sont donc en train de prendre place et on voit les discussions entre le président Patrice Talon et Amoussou Bruno. Tous prennent place donc, signe que dans quelques instants, la cérémonie va officiellement démarrer et elle sera conduite d'ailleurs par le protocole sur les lieux, à une image sans doute qui augure des discussions cordiales qui vont sans doute se tenir lors des débats au cours des prises de décision du Sénat. Le président Patrice Talon aux côtés du président Boni Yayi qui échangent donc tous deux avec derrière eux le professeur Olo et le professeur Robert Dossou également. Et nous avons bien entendu, non loin du président Boni Yayi, le président Adrien Rungbeji. Et sur ces images d'ailleurs, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mathurin Nago, aux côtés d'Amoussou Bruno. Et juste derrière, l'ancien ministre de la Défense, Nouati, aux côtés de qui l'ancien ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, et le protocole de l'Assemblée nationale qui donc va sans doute lui-même prendre place, s'installer pour lancer dans quelques instants cette cérémonie officielle d'installation des sénateurs. Sur ces images, l'ancien président Vlavonou et son prédécesseur Antoine Iji Kolawole. Tous se sont donc installés, comme je le disais à l'instant, n'attendant sans doute que la doyenne d'âge dont l'entrée va officiellement marquer le démarrage de cette cérémonie d'installation du Sénat béninois. Alors, retour donc sur ce plateau pour poursuivre très rapidement les discussions, les échanges avant de retrouver le Parlement ou l'Assemblée nationale où se tient l'installation du Sénat béninois. Alors, on a vu des images fortes. Hein, je posais la question tout à l'heure avant que nous ne prenions le cap pour l'Assemblée nationale. Le président Patrice Talon, aux côtés du président Thomas Boni Yayi, et d'ailleurs on les voit à l'image là, tous sont debout pour saluer l'entrée donc de la doyenne d'âge qui va procéder au discours, j'allais dire, à l'allocution, la seule prévue pour cette cérémonie. C'est bon. Asseyez-vous, monsieur. Mes lunettes. Elle est partie avec mes lunettes. Mon sac. C'est là. D'accord, c'est bon. Madame la doyenne d'âge des membres présents du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la vice-présidente de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation, chargé des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les membres de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, Excellence Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation gouvernementale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans sa marche démocratique, la République du Bénin s'enrichit d'une nouvelle institution majeure qui, au terme de l'article 113.1 de la loi numéro 225/20 du 17 décembre 2025, régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix.
il veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l'État, ainsi qu'à la stabilité politique. Il veille au respect de la trêve politique. La présente cérémonie, qui consacre l'installation officielle du Sénat, première mandature, marque l'entrée en fonction des sénateurs et se déroulera en 2 phases. Elle sera présidée, conformément aux usages parlementaires, par la doyenne d'âge des membres présents de l'institution, la vénérée sénateur Elisabeth Poyon. L'étape protocolaire sera essentiellement marquée par le discours officiel d'installation du Sénat, la photo souvenir et le retrait des personnalités. La deuxième phase sera consacrée à un huis clos intégral des sénateurs. Un cocktail vous sera offert à la fin de la cérémonie. Pour conférer toute la solennité requise à ce moment d'exception que nous vivons, je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Merci. Merci. Éminentes personnalités, distingués invités, permettez-moi à présent d'inviter avec toute la déférence due à son rang, Madame la doyenne d'âge à prononcer le discours d'installation officielle du Sénat. Merci. Ça y est, c'est fait. En ma qualité de doyenne en second du Sénat, après le sénateur Dieudonné Soglo, absent et excusé pour la présente cérémonie, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette cérémonie en ce lieu mythique de la démocratie béninoise, celui où les députés élus du peuple exercent leur mission constitutionnelle. Durant la décennie qui vient de s'achever, notre pays a accompli des progrès importants, marqués entre autres par des réformes politiques et institutionnelles ayant profondément transformé sa gouvernance politique et administrative. Dans ce cadre, la Constitution du 11 décembre 1990 a été modifiée une première fois le 7 novembre 2019
à travers la loi numéro 219/2019-40 et une seconde fois. Non, je rectifie, pas une seconde fois, parce que si on dit seconde, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres modifications. Alors je dis une deuxième fois, le 17 décembre 2025, par la loi numéro 225-20. Cette dernière révision a consacré, comme vous le savez, la création d'une seconde chambre au sein du Parlement béninois, le Sénat, dont la cérémonie d'installation nous réunit ce jour. En effet, en tenant compte des nombreuses tribulations politiques et institutionnelles qu'a connu notre pays, les rédacteurs de la Constitution du 11 décembre 1990 ont, à juste titre, perçu la nécessité d'un organe de régulation du fonctionnement des institutions et ont imaginé à ce moment-là la création de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, depuis son installation, vous connaissez, a suivi donc un développement et, sans trop me hasarder, est accepté quand même dans notre environnement juridique et politique. J'ai eu, en ce temps-là, la très grande responsabilité de présider pour la première fois cette institution dans notre environnement juridique. Notre vivre ensemble n'est pas prise en compte par tous les aspects de dans les attributions de cette institution. C'est pour ça que le besoin s'est fait sentir de créer un autre organe pour compléter les parties qui n'ont pas été prises en compte lors de la première constitution, de notre constitution, au moment de sa promulgation. Dans l'exercice donc de régulation, la Cour constitutionnelle n'est compétente que pour trancher les litiges à caractère juridique. Elle ne peut, sans méconnaître la Constitution, trancher sans fondement dans la Constitution ou la loi les litiges à caractère politique. Elle ne peut donc plus prendre des sanctions contre des acteurs politiques pour les déviances éventuelles dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de leurs activités politiques. D'un autre côté, les institutions judiciaires ne peuvent pas non plus prendre des sanctions dès lors que les faits ne revêtent pas un caractère pénal. C'est ce vide observé dans notre vie institutionnelle et politique que le Sénat vient combler. En effet, selon les dispositions de l'article 113.1 de la Constitution, je cite, « Le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. Il veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l'État, ainsi qu'à la stabilité politique. Il veille au respect de la trêve politique. » Fin de citation. Sous réserve des dispositions de l'article 90 de la Constitution,
le Sénat sanctionne de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques les acteurs politiques, excepté le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l'unité nationale, au développement de la nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix et au renforcement de l'État et à la stabilité politique du pays. Fin de citation. Cette mission est confiée, est complétée par l'article 113.2 qui énonce, je cite, « En matière législative, les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non-objection du Sénat avant sa promulgation. » Fin de citation. C'est pour accomplir cette mission importante qu'en son article 113.3, la Constitution dispose que le Sénat est composé de membres de droit et des membres désignés. Sont membres de droit de cette nouvelle institution les anciens présidents de la République élus, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins, ce qui justifie au moins ma présence ici ce jour. Troisième catégorie, les membres de l'Assemblée nationale élus et ayant exercé au moins la moitié de leur mandat. Les membres de droit peuvent siéger jusqu'à l'âge de 85 ans. Je fais partie, entre parenthèses, je fais partie des membres de droit et je suis encore à la limite de siéger dans cette assemblée. Une dame ne dit jamais son âge. Je n'ose pas dire mon âge ici, autrement vous allez savoir que je ne suis pas tout à fait jeune et je ne suis pas tout à fait vieille non plus. Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, donc élus, peuvent également siéger dans cette institution. Les membres désignés, soit au nombre de 5, choisis par le président de la République parmi les personnalités ayant au moins servi au commandement des forces de défense et de sécurité. Selon les dispositions de l'article 113.3, alinéa 4 de la Constitution, au cas où le nombre des membres de droit n'atteint pas un minimum de 25, il est procédé par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale à la désignation d'un nombre complémentaire de membres. Les membres sont désignés, sont nommés à raison de moitié par chacun. Si le nombre complémentaire est pair, si le nombre est impair, le président de la République désigne le membre restant. Les membres désignés pour faire partie du Sénat sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Pour la composition actuelle du Sénat, outre les membres de droit prévus par la Constitution,
5 personnalités de haut rang ayant servi au commandement dans les forces de défense et de sécurité ont été désignées par le décret numéro 220-26-417 du 1er juillet 2026. En raison de ce que l'effectif des membres de droit au nombre de 11, plus les 5 personnalités désignées n'ayant pas atteint le chiffre de 25, le nombre de 25, 9 autres membres, les personnalités de haut rang, ont été désignés par le président de la République par décret numéro 2026-418 du 1er juillet 2026 et 4 autres désignés par le président de l'Assemblée nationale par décret, par décision numéro 2026-066/AN/PT du 29 juin 2026. Ce qui est donc le nombre des membres composant le Sénat actuellement au nombre prévu le 25. Mesdames, Messieurs les sénateurs, vous et moi avons l'honneur redoutable d'être les premiers au sein de cette nouvelle institution. La responsabilité nous incombe de lui donner ses premières marques et le prestige de son salut. Institution nouvelle, dotée de pouvoirs importants, elle suscite des interrogations, des appréhensions, des besoins de clarification au sein de notre population en général et en particulier au sein de notre classe politique. Le gouvernement a pris cette initiative déjà d'organiser des tournées d'explication au lendemain de la révision de la Constitution. Il nous revient, dans l'exercice quotidien de la mission du Sénat, de lui faire qu'il inspire confiance à nos concitoyens par l'objectivité dans ses démarches et dans ses décisions. Nous devons ainsi qu'il résulte de la lettre et de l'esprit de la Constitution faire du Sénat une véritable institution de sauvegarde et de renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. C'est sur cette note d'espoir et de devoir que je formule en notre nom et au nom de tous, je déclare officiellement installé ce jour 30 juillet 2026 au siège de l'Assemblée nationale, le Sénat, la seconde chambre du Parlement béninois. Je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à cette cérémonie. Et plus particulièrement, je fais un clin d'œil à l'Assemblée nationale qui nous a prêté généreusement les locaux, nous a donné l'assistance qu'il nous fallait pour procéder à cette cérémonie.
Vive la démocratie béninoise, vive le Bénin. Je vous remercie. Merci, Madame la doyenne d'âge en second du Sénat. Mesdames, Messieurs, la seconde assemblée du Parlement de la République du Bénin, le Sénat, vient ainsi d'être installée et le moment est propice pour la photo souvenir des membres de l'institution. Je voudrais en conséquence inviter respectueusement les sénateurs à rejoindre la doyenne d'âge pour l'exercice annoncé sous la conduite avisée du protocole d'État. Merci. L'installation officielle donc du Sénat qui vient d'être faite et comme on le voit à l'image, la doyenne d'âge qui prend donc position pour la photo, la toute première photo des sénateurs, toute première photo du Sénat, elle-même l'a rappelé, elle et ses pairs ont la charge d'être les tout premiers membres de cette institution pour 5 années selon la Constitution. Le président Patrice Talon qui donc est en plein échange avec la doyenne d'âge. De très belles images. Et ils sont rejoints par les autres anciens présidents, aussi bien du Bénin que de l'Assemblée nationale du Bénin, pour la photo, des photos souvenirs. Et pendant que ces photos sont prises avec les membres du Sénat autour de la doyenne d'âge, nous revenons sur ce plateau pour déjà tout de suite en dire un peu plus sur ce discours, cette allocution prononcée par la doyenne d'âge, un discours teinté d'humour suffisamment par Madame Elisabeth Poyon, deuxième doyenne d'âge. Donc, qu'est-ce que ça vous laisse, vous, comme impression tout de suite, Gilles Badet? C'est un discours pédagogique qui a essayé de rappeler le contexte dans lequel le Sénat a été installé, a fait un bref historique du fonctionnement des institutions par le passé et a montré la plus-value que le Sénat devrait apporter au fonctionnement de la démocratie béninoise et a rappelé un peu les attributions du Sénat, la composition du Sénat et a lancé le souhait que les sénateurs soient, par l'exercice de leurs fonctions, le reflet même de ce que les plus optimistes attendent de ce Sénat, à savoir une institution de paix et de stabilité, et qu'en même temps, ils fassent démentir ceux qui ont encore des appréhensions, ceux qui ont encore des réserves par rapport à cette institution. Je pense que c'est un discours de grande sagesse, comme il fallait s'y attendre. C'est ça. Franck, ok, au-delà des mots du discours, est-ce que vous y voyez, vous, un signal institutionnel à retenir? Vous savez, Madame Poyon, elle reste indéniablement une des figures les plus remarquées, les plus remarquables de la démocratie béninoise. Bien sûr. On ne peut pas occulter son activité entre 1993 et 1998 au sommet à la tête de la Cour constitutionnelle, bien sûr. Cependant, son discours est un discours très optimiste, un discours qui nous projette vers des lendemains meilleurs. Venant d'une dame comme Madame Poyon, on peut y accorder du prix. Gageons, comme je l'ai souvent dit, gageons que les fruits tiennent la promesse des fleurs et que cette nouvelle institution nous permette effectivement de bonifier notre démocratie, d'avancer et
d'aller vers ce dont nous avons réellement besoin, la préservation de la stabilité républicaine, de la stabilité, la préservation des acquis. Moi, ce n'est pas des acquis démocratiques. Je n'aime pas trop cette formule de la démocratie elle-même, que nous préservions la démocratie de façon globale avec ses principes et tout, et que nous avancions réellement vers des horizons plus rassurants. Et quelque chose de poignant qu'elle a dit, un appel à la responsabilité de tout un chacun des sénateurs. Elle le dit à dessein. Elle le dit à dessein parce que nous ne pouvons pas avouer, nous ne pouvons pas admettre tout de go que les institutions de la République, dans le fonctionnement ces dernières années, on ne peut pas admettre que ces institutions sont irréprochables, sont au-dessus de tout soupçon. Cependant, il est important de regarder de l'avant. Le complexe de rétroviseur ne permet pas forcément de progresser. Nous pouvons tenir compte, intégrer les propos de Mme Poyon, qui est une dame très sage, qui est une dame qui a fait ses preuves déjà. On peut lui accorder ce crédit. Elle a tenu des propos forts. J'espère que les 25 sénateurs, de ma position, je ne peux pas donner des leçons aux sénateurs. Les 25 sénateurs de la République, les nouveaux sénateurs, j'espère qu'ils ont perçu le sens de ce message, la responsabilité. Et c'est déjà intéressant de voir le président Yahi Boni et le président Patrice Talon se parler, se chuchoter des choses de vieux amis. Bien sûr. Le président Robert Dosso avec le président Moussou Bruno, des frères. C'est intéressant. C'est un message pour la jeunesse béninoise qui s'invective à longueur de journée sur les réseaux sociaux, qui s'affronte un peu partout à travers des propos pas toujours intéressants. C'est un message très fort. Le professeur Badé me disait, avant qu'on le monte sur ce plateau, il me dit, on peut ne pas s'aimer, mais il faut se parler. Et il faut s'écouter, il faut se suivre, il faut s'entendre, il faut s'écouter. C'est ça. C'est un peu cette leçon que les aînés, sinon même les vétérans, sont en train de nous passer. C'est ce message qu'ils sont en train de nous passer. Très bien, un message qu'ils sont en train de nous passer, mais au-delà justement de ce message, nous avons Koudous Abdoulaye. Qui consacre l'installation des membres de cette deuxième chambre du Parlement. Nous avons sous la main un sénateur qu'on ne présente plus, le président Théodore Olo. Bonjour, sénateur. Monsieur le journaliste, bonjour. Voilà, après cette installation historique, alors quelles vont être vos premières priorités? Après le cocktail, les 24 sénateurs présents sur 25, le président Soglo n'étant pas là, vont se retrouver dans une salle déjà aménagée ici pour adopter le règlement intérieur du Sénat. Ce règlement intérieur sera soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle, conformément à la Constitution. Et si ce règlement intérieur est confirmé par la Cour constitutionnelle pour sa conformité à la Constitution, nous allons procéder à l'élection du bureau du Sénat, et ce n'est qu'après que, conformément à la Constitution, les sessions pourront effectivement se tenir. Pour le moment, nous n'avons pas encore adopté le règlement intérieur. Il y a déjà eu des débats lors des sessions préliminaires avant l'installation. Le texte définitif qui a été plus ou moins retenu fera l'objet d'un débat aujourd'hui, et j'espère que nous arriverons à le trancher pour que cela puisse être transmis rapidement à la Cour constitutionnelle et que dès la première semaine du mois d'août, nous puissions procéder à l'élection du bureau du Sénat. Président, est-ce qu'au niveau du président, est-ce que le président du Sénat, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le visage du président? Écoutez, je ne connais pas les candidats parce que c'est un vote. Donc si je ne connais pas les candidats, je ne pourrais pas dire qui peut avoir ma préférence pour assumer une telle responsabilité. Ayez la patience, vous aurez l'occasion de le découvrir. D'accord. Président, qu'entrevoyez-vous par rapport à la collaboration entre ces deux chambres? Mais la collaboration était déjà prévue par la Constitution. Il y a certaines lois, par exemple les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois relatives à la vie des partis politiques et à leurs activités ne sont objets de promulgation qu'à l'absence
d'un avis de non-adoption de la part du Sénat, ce qui suppose qu'il y aura des échanges entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur certaines dispositions pour s'assurer qu'effectivement le Sénat, par rapport à cette catégorie de lois, n'a point d'objection avant que ça ne puisse être promulgué. S'il y a objection, la loi doit être reprise pour tenir compte des éléments proposés par le Sénat. Le Sénat n'a pas l'initiative des lois, mais peut demander, dans certaines conditions, une seconde lecture. Et quand la seconde lecture est faite, quelquefois le Sénat peut être l'arbitre pour garantir la promulgation de la loi en tenant compte soit de la version décidée par le Parlement, soit de la version du président de la République. Tout ceci est déjà programmé par la Constitution. Nous allons nous organiser en conséquence parce que nous sommes là pour collaborer et nous ne sommes pas là pour être en conflit. Et notre travail vise à préserver la paix dans le pays, la stabilité des institutions et le renforcement de la démocratie. D'accord, merci à vous, merci. Bonne journée, oui. Merci également à vous. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la population, à l'endroit des Béninois qui ont une attente forte à l'endroit de ce Sénat? Les Béninois sont des citoyens et la Constitution, comme l'activité politique, vise à créer les conditions d'un vivre ensemble en harmonie. S'il y a des choses qui posent problème, conformément aux lois de la République, il est important de les exprimer pour que les gouvernants en tiennent compte pour adapter le comportement, les règles du jeu à cette préoccupation pour que nous puissions préserver l'harmonie dans notre pays. Parce qu'un pays sans harmonie ne peut pas assurer le développement. Et le développement également, c'est à mon avis la liberté, le pain, la sécurité et la sécurité. Donc on ne peut pas le faire en ignorant la volonté des citoyens. C'est leurs impôts qui permettent à l'État de pouvoir réaliser ces choses ou c'est leurs petits-enfants qui vont rembourser les dettes contractées auprès des organisations internationales pour réaliser ces choses. D'où la nécessité de tenir compte de leurs besoins réels avant de pouvoir s'engager dans ces voies. Donc le Sénat est là pour être au service de la paix, pour être au service de la stabilité et pour être au service de la démocratie. Merci à vous, sénateur Théodore Olo. On a également vu que l'ambiance était conviviale entre vous. Ce sont des retrouvailles entre vous et vos pairs. Le Sénat est un lieu d'échange et de dialogue. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous pouvons avoir des opinions différentes, mais nous voulons tous la même chose, de la convivialité que vous avez pu observer. Merci et bonne mission à vous. Oui, bonne journée. Voilà, donc nous avons également d'autres personnalités qui viendront ici nous dire leur ressenti par rapport à l'installation de cette nouvelle chambre du Parlement. Nous avons Maître Robert Dossou, le sénateur Robert Dossou qui nous a rejoint. Bonjour sénateur. Bonjour cher ami. J'écoute votre question. Voilà, la consécration d'un acte majeur de la Constitution aujourd'hui. Quel est votre ressenti après l'installation de ce Sénat? Mon ressenti est une lourdeur d'une charge qui est nouvelle. Et ce n'est jamais facile pour un organe nouveau de s'insérer dans l'architecture institutionnelle d'un pays. Ça a été la même chose en moins grave que maintenant pour la Cour constitutionnelle. Certains l'avaient accueilli, quelques-uns avec enthousiasme, certains avec beaucoup d'interrogations et beaucoup de suspicions. Et cela ne fut pas facile à Mme Elisabeth Poyon qui a eu à diriger cette institution pour la première fois. Et cela n'a pas non plus été facile pour ceux qui lui ont succédé. Alors il en sera de même pour le Sénat et même pire parce que le Sénat est institué directement pour intervenir dans un champ politique. Il faut le dire, mais ce qui est certain, les hommes et les femmes et les hommes, chargés d'animer et d'intégrer complètement cette institution dans notre architecture institutionnelle, le feront avec beaucoup de clairvoyance, de détermination, de sagesse, de proportionnalité et d'adaptabilité.
aux exigences de l'état de droit, des droits de l'homme et de notre démocratie. Merci à vous, sénateur Maître Robert Dossou. Nous vous souhaitons bonne mission et bonne continuation. Merci bien, merci. Merci. Alors, nous avons une autre personnalité, Akhenatonde, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, après l'installation de cette deuxième chambre du Parlement, alors dites-nous, quel est votre ressenti? J'ai des sentiments de fierté d'être béninois, tout simplement. Parce que vous voyez, nous sommes à la consécration de cette révision qui a été faite en 2025 et qui a instauré le Sénat dans notre pays. Le Sénat qui est la deuxième chambre, qui a des rôles très importants qui sont prévus par cette Constitution. Rôle qui n'était pas attribué à d'autres institutions dans l'ancienne Constitution que nous avions. Bon, la Constitution n'a pas changé en tant que telle. Elle est toujours la même, mais elle a été révisée pour pouvoir être mise au bout du jour. Que je vois ces personnalités, membres du Sénat, et tous ensemble, dans la même salle, pour parler de notre pays, c'est pour moi un motif de satisfaction. Et je suis sûr que la démocratie béninoise se renforce ainsi davantage et c'est pour le bien de ce peuple. La cohabitation, un mot sur la cohabitation entre les deux chambres. Bien, je peux dire que c'est la complémentarité entre les deux chambres, parce que chaque chambre a son rôle, a ses fonctions. Et le Sénat, en réalité, c'est la chambre des sages, chargée de rappeler à l'ordre tout le monde, toute la classe politique. Et le Sénat est chargé de donner les avis sur le travail que devrait faire l'Assemblée nationale, première chambre, c'est-à-dire la Chambre des députés. Et donc, il n'y aura aucun problème à ce niveau, parce que vous voyez bien que c'est des personnalités d'expérience qui sont dans cette deuxième chambre du Parlement. Vous avez des attentes particulières à l'endroit de cette deuxième chambre? En matière d'attente, ce n'est que la consolidation de notre démocratie, la veille à ce que tout ce qui a été prévu comme fonction, prévu comme mission du Sénat soit véritablement accompli. C'est ceci au service du développement de ce pays. Parce qu'en réalité, vous avez vu que la nouvelle Constitution a instauré par exemple la trêve. Voilà quelque chose dont il faudra aussi bien expliquer le contenu aux Béninois. Et je pense que le Sénat va se charger de le faire et tous les acteurs politiques comprendront de quoi il s'agit et joueront le jeu comme cela se doit, conformément à ce que prescrit la Constitution. Et je pense que le Sénat, dans son rôle, amènera les uns et les autres à pouvoir être au pas. Merci à vous, honorable Akhenatonde. Merci pour ces bons mots et bonne suite. Merci beaucoup. Voilà, donc l'institution est installée dans une ambiance fort simple. Ici, c'est la satisfaction totale des invités. Alors, nous allons donc momentanément retrouver Rodrigue Babagbeto de l'autre côté, en attendant de retrouver d'autres personnalités qui viendront nous dire ce qu'ils pensent de cette deuxième chambre du Parlement. Eh bien, merci Koudous Abdoulaye pour ces mots arrachés des hommes et femmes qui ont vécu de l'intérieur cette cérémonie historique d'installation du Sénat. Retour ici sur ce plateau qui a rapidement connu la venue d'Eugène Alossoupo à la place du professeur Gilles Badé. Eugène Alossoupo, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes spécialiste des questions du Parlement. On parle aujourd'hui d'installation du Sénat. Vous avez suivi la cérémonie de bout en bout avec l'allocution de la doyenne d'âge, Elisabeth Poyon. Ma première question tout de suite, que dire de la collaboration future, selon vous, spécialiste des questions du Parlement, la collaboration entre le Sénat, l'Assemblée nationale et même les autres institutions du pays? On ne devait avoir aucune crainte par rapport à la collaboration entre les deux chambres et entre le Sénat et on va y arriver. On va y arriver. Et les autres institutions de la République. Les tests sont clairs. Et la mission du Sénat que nous venons d'installer, cette mission est très claire. C'est la régulation de la vie politique. Le Sénat a pour mission de veiller sur la trêve politique. Et donc, c'est
comme un instrument institutionnel qui a un regard de bienveillance et de vigilance sur l'ensemble des actions des autres institutions de la République, notamment le Parlement, puisque cette institution a la possibilité de demander une deuxième lecture lorsque l'Assemblée nationale a voté un texte. Très bien. Avant de poursuivre, on me signale que Koudous Abdoulaye a pu avoir encore à ses côtés un participant à cette cérémonie. On les suit. Voilà, cette cérémonie fort simple qui tire à sa fin. Nous avons sous la main le premier questeur de l'Assemblée nationale, honorable Labiou Djibril. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, qu'attendez-vous après l'installation de cette deuxième chambre? Qu'attendez-vous de la collaboration entre cette chambre et la chambre des parlementaires? Merci beaucoup, mais tout d'abord, c'est d'abord une fierté pour moi. Vous avez vu, nous avons bénéficié d'une cérémonie fort simple, mais qui marque l'histoire de notre pays et l'histoire, disons, du renforcement de la démocratie. Ce que je peux retenir, c'est que vu la qualité des hommes qui représentent cette auguste institution, je suis sûr que la cohabitation avec l'Assemblée nationale, surtout en matière législative, va s'améliorer. Et cela augure au fait du renforcement de l'architecture institutionnelle de notre pays. Donc je me dis que aujourd'hui, par rapport aux lois votées, nous aurons la chance que ça va s'étudier et on va aller jusqu'au peigne fin pour que nos populations, pour l'intérêt des préoccupations de nos populations. Merci à vous, honorable Labiou. Je rappelle que vous êtes le premier questeur de l'Assemblée nationale. Merci et bonne continuation à vous. Merci, monsieur le journaliste. Et vive le Bénin, vive la démocratie béninoise. Nous sommes un exemple. Le Bénin continue d'étonner et va toujours étonner. Voilà, sentiment de satisfaction qui se dégage ici. Le Bénin continue d'étonner. Rodrigue Babak-Bouito, tout est fini ici. Nous retournons définitivement l'antenne à vous. Merci Koudous Abdoulaye pour ces mots arrachés. Retour donc sur ce plateau. La question, elle a été posée et la réponse, elle a été presque unanime sur toutes les lèvres. Vous la garderez aussi comme réponse, une collaboration pacifique entre le Sénat, l'Assemblée nationale et les autres institutions du pays, Franck Oquet? Non, si vous me suivez bien depuis l'entame de cette émission, je crois que j'ai eu à préciser ceci. C'est particulièrement réducteur de faire de cette institution sénatoriale une seconde chambre du Parlement. C'est une institution, comme je l'expliquais, c'est une institution, une sagesse républicaine qui a été montée. C'est une institution sui generis, une institution inventée intelligemment, si vous voulez. Elle doit effectivement répondre à toutes les attentes consignées dans les dispositions de l'article 113 et suivant de la Constitution, qui font d'elle non seulement cette instance législative, mais également cette instance régulatrice de l'activité politique, de la garantie de la préservation de l'activité. Du coup, j'estime qu'il faut aller au-delà de cette collaboration technique entre les deux institutions parlementaires. Quant à ses relations avec les autres institutions, j'ai suivi le professeur Théodore Olo, qui a semblé livrer quelques secrets du fonctionnement à venir des institutions, c'est-à-dire de l'aménagement du règlement intérieur. Oui, et c'est d'ailleurs l'exercice auquel ils vont s'atteler, puisque à l'issue de cette séquence protocolaire, ils vont examiner dans la salle Antoine Kolawole-Idji de l'Assemblée nationale, selon les informations que nous avons reçues. Ils vont examiner le projet de règlement intérieur de l'institution, un document déjà finalisé et inscrit à l'ordre du jour. Oui, le professeur Olo semblait déjà expliquer un peu sa conception du rôle qui doit être celui du Sénat par rapport au dernier point de ses prérogatives, c'est-à-dire la capacité, l'habilitation de cette institution à solliciter
demandé des secondes lectures sur toutes les dispositions normatives législatives, des secondes lectures, et il estime qu'à l'issue de cette sollicitation, cette prérogative qu'elle partage désormais avec le président de la République, que l'activité législative peut progresser. Mon premier regret, c'est en entendant 2 membres de la conférence des présidents, dont je ne citerai pas les noms parce qu'ils n'étaient que 2. J'ai l'impression que les membres de l'Assemblée nationale eux-mêmes sont presque convaincus que l'Assemblée n'est pas cette instance super performante. Quand on les écoute, j'ai l'impression qu'ils sont conscients qu'ils ont besoin d'un tuteur pour avancer. Non, moi je pense... Attendez un instant. Moi je pense que le discours devrait être autrement orienté. Lequel, par exemple? Nous avons une chance de bénéficier de l'expérience de cette équipe, la sagesse des anciens présidents de la République, l'expérience des anciens présidents de la Cour constitutionnelle et des hautes personnalités, des présidents de... Mais ce n'est pas à ces personnages, à ces personnalités que reviendra l'activité législative en elle-même. Souhaitons que l'Assemblée nationale, officiant en qualité de législateur principal, puisse faciliter la tâche à ses aidés pour qu'ils n'aient vraiment qu'à intervenir quand ce sera suffisamment nécessaire. En attendant d'y arriver, il y a une question qui a été posée au sénateur, désormais sénateur Olo. Qui est-ce que vous entrevoyez comme président du Sénat? Non, je ne suis pas magicien, je ne suis pas dans le secret des dieux non plus. Je crois qu'entre eux, ils vont choisir le bon président. De toutes les manières, l'enjeu n'est pas forcément celui qui va diriger l'institution. L'enjeu ici, c'est que l'institution sénatoriale puisse effectivement répondre aux attentes des Béninois, honorer sa mission, sa double mission législative et régulatrice du fonctionnement de l'activité politique afin de garantir la paix, la quiétude, la sécurité sur l'ensemble du territoire national, la sécurité politique et sociale. Un ancien président, Patrice Talon, comme président du Sénat, une surprise, diriez-vous? Ah non, si la majorité des sénateurs décide que ça soit lui, eh bien, ça sera lui. Je ne peux pas projeter ici celui qui sera le premier responsable de cette institution. Dans tous les cas, ce n'est pas une institution politicienne. Ce n'est pas une institution de combat. Et puisque nous étions habitués au débat à l'Assemblée nationale, eh bien, ça ne sera pas dans le même genre. Ce n'est pas évident. Vous aurez une institution, le Sénat, qui va travailler à huis clos et sortir des décisions qui seront rendues publiques. Contrairement à l'Assemblée nationale, où il y a des plénières, où les partis politiques s'affrontent, les groupes parlementaires s'affrontent, il y a suspension, il y a des règlements de compte. Il ne peut pas avoir ça. Vous avez vu la qualité de ceux-là qui sont à l'intérieur. Vous prenez les anciens présidents de la République. Pour la plupart, ils ont été au fait des grandes difficultés de la République. C'est ce qui fait des décisions du Sénat, des décisions sans recours, diriez-vous? Je crois qu'on peut leur accorder cette crédibilité d'avoir eu à voir le vent souffler, d'avoir traversé des déserts, même en plein midi. Ils ont géré le pays, ils ont été au front. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale, vous savez que l'Assemblée nationale, c'est une république à part. C'est une institution autonome, c'est une république. Le président de l'Assemblée nationale doit gérer les intérêts personnels, doit gérer le personnel administratif, doit gérer les groupes parlementaires, doit gérer les commissions permanentes, etc. Donc, ils ont le bagou, ils ont la carapace nécessaire pour prendre des décisions. Et la douane d'âge dans son discours, a suggéré qu'il y ait de l'objectivité dans la démarche et les décisions prises par la Cour, par le Sénat. C'est là toute la mission de cette institution. Vous avez vu à l'intérieur de ce Sénat-là des politiciens d'alors qui s'étaient affrontés royalement, ici, pour des élections législatives, pour la présidence, à l'Assemblée nationale, qui ont été dans des camps différents, qui sont aujourd'hui appelés à travailler ensemble
pour un objectif précis, stabiliser le pays, et bien rasseoir la paix et bien consolider la démocratie. Alors, je ne vois pas. En fait, c'est un. Je ne sais pas comment a dormi celui qui a imaginé cette institution le jour où il s'est réveillé, mais je pense que le Sénat tient compte des difficultés politiques que nous avons traversées. Par exemple, en 2019, tout ce que nous avons traversé, en 2020 également. Certainement que s'il y avait une institution comme le Sénat en 2019, on n'aurait pas traversé toutes ces difficultés. Donc, nous allons voir, ce sont des hommes qui sont à l'intérieur. Ils ont l'âge, ils ont l'expérience, ils ont l'énergie utile à réfléchir à ce qui ne va pas dans la République pour trouver des solutions justes, des solutions idoines aux problèmes qui se posent à nous et qui vont se poser à nous. Très bien, vous nous direz dans tout à l'heure, selon vous, quels sont les tout premiers défis auxquels doit être confronté le Sénat une fois son installation faite. Franck Oquet, je vous sentais réagir tout à l'heure par rapport à la possibilité ou non d'un quelconque recours après une décision du Sénat. Non, le Sénat ne donne pas des décisions. C'est justement sur ça que je voulais revenir. Le Sénat a priori une posture institutionnelle parlementaire. Donc, ce sont des délibérations. Des délibérations. C'est des délibérations. Le Sénat délibère. Et quand vous suivez un peu les dispositions constitutionnelles, en attendant celles réglementaires, les dispositions constitutionnelles, le Sénat donne des avis de non-objection ou d'objection, ça dépend, sollicite des lectures nouvelles, une lecture nouvelle, entre autres. Donc, ce sont des délibérations. Et puis, ce n'est même pas des délibérations, tout comme cela se fait au niveau du Parlement. C'est beaucoup plus réduit. C'est beaucoup plus restreint. Voilà. Moi, je voulais jeter cette pavé dans la mare. Pourquoi aujourd'hui le Sénat? Pourquoi précisément aujourd'hui le Sénat? Comme l'a expliqué Eugène, pourquoi n'avons pas nous eu le Sénat plus tôt, entre 2016 et 2026? Et Dieu même sait qu'on avait eu besoin de cette institution-là à ce moment-là. Elle l'a rappelé aussi en partie dans son discours, Madame on avait Fognan. eu besoin de cette institution-là à ce moment-là. Les Béninois savent de quoi nous parlons. Mieux vaut tard que jamais. Gageons que cette institution, avec moi, je fais confiance à certaines personnalités. Je ne sais pas quelle sera l'audience. Nous devons faire confiance à toutes les personnalités. Non. Moi, attendez. Il y a forcément des personnalités fortes qui ont fait des preuves, qui ont fait leurs preuves, à qui nous pouvons concéder ce crédit. Madame Pognon qui parlait, c'est une dame de fer, une référence en matière d'intégrité. Je veux faire un vœu. Je veux souhaiter que certaines personnalités restent dures, perdurent dans cette... Non, dures dans... Je parle de la durée. La durabilité. Qu'elle perdure. Je souhaite à cette dame une longévité. Qu'elle aide cet appareil nouveau à démarrer comme elle a aidé avec ses pairs la Cour constitutionnelle en 93, pendant 5 ans. On connaît aujourd'hui Samak. Sous son égide, on a connu la première alternance où le président en exercice, elle a eu le courage de proclamer la défaite électorale d'un président en exercice. C'est un fait nouveau, inédit en Afrique. Gageons que ces personnalités restent davantage solides et qu'elles accompagnent l'institution. Les Béninois, pour la plupart, sont contents de voir, sont ravis de voir certaines images qui rassurent. Certaines images rassurent vraiment. Le président Yahi Boni, j'ai lu un peu dans la presse, disait qu'il avait des attentes. J'ai entendu dire qu'il avait des conditions. J'ai lu ça par endroits. S'ils peuvent s'entendre, il a lui-même dit qu'il trouve dans cette instance, l'instance de dialogue qu'il a souvent souhaité. Ce n'est qu'un départ. Ça peut s'élargir, ça peut avancer. Et le président Romuald Ouadaï, quoi qu'on dise, c'est un président gâté.
Il est gâté. Il a tous ses anciens présidents à ses côtés. Il peut les consulter formellement, cette fois-ci, institutionnellement. Il a cette institution-là à ses côtés. Je souhaite que les aînés nous aident à rattraper le temps perdu par moment. Très bien. Et lorsqu'on sait qu'une institution ne dure que lorsque réellement elle inspire confiance, selon vous, quels vont être donc les défis que le Sénat devra relever pour convaincre les citoyens non seulement de son utilité, mais surtout de sa durabilité dans le paysage institutionnel béninois? Les défis de n'importe quelle institution, toutes les institutions, le seul défi d'une institution, c'est qu'elle soit crédible. Qu'elle nous montre qu'elle est crédible, qu'elle est fiable. Dès que cela est établi, moi je pense qu'on peut, les yeux fermés, lui faire confiance et avancer derrière cette institution. Donc je souhaite que la Sénat nous montre des signes de crédibilité. Pour la première fois, ça m'arrive aussi. Que cette institution, on va arriver à s'y faire. Que l'institution sénatoriale, le Sénat, nous donne des signes de crédibilité et que tout de suite, on puisse bénéficier de l'expérience, de l'apport de ce collège de personnalités expérimentées et sages. Eugène Alossoupo, désir de voir le Sénat intervenir sur un premier grand rendez-vous déjà? Oui, je vais en parler, mais vu la qualité de ceux-là qui sont à l'intérieur, la République leur a tout donné. Et ils ont tout donné à la République. Ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à vendanger le futur. Peut-être c'est l'occasion pour quelques-uns de rattraper le passé par les actions qu'ils vont poser à l'intérieur du Sénat. Il y avait des luttes frontales politiques. Il y en a qui avaient empêché d'autres d'être le président de la République, etc. Tout ça aujourd'hui, eh bien, c'est dans le rétroviseur. Et nous pensons que, peu importe, comme Franck l'a dit, peu importe celui qui sera le président du Sénat, le Sénat a une seule obligation. L'obligation de pacifier le pays, de renforcer la démocratie et de mettre les Béninois à l'aise, encore qu'il y a trêve politique maintenant. Donc tout le monde, même si on murmure, on reste silencieux sur ce qui pourrait énerver ou pas. Alors, vous parlez de défis. Il y a une question qui est pendante et qui dépasse même l'envergure du président Romy Awadaye. Laquelle? La question des prisonniers dits politiques et des exilés dits politiques. Vous pensez que c'est le premier grand rendez-vous sur lequel il faut attendre le Sénat? Je pense que c'est un terrain vaste, c'est un terrain important. Et le Sénat, dans sa configuration, ne manquera pas de faire certainement des propositions acquis de droit. Puisque, eh bien, nous avons parlé de l'unité nationale, nous avons parlé de la convergence de toutes les forces vives pour que la République marche. Donc, mais il y a des décisions de justice qui ont été prises contre certains. Comment règle-t-on cela? On les laisse, eh bien, venir au bout de leur peine, ou le Sénat, en tant qu'entrepôt de sagesse, de personnes expérimentées dans divers domaines, eh bien, fait des propositions au président de la République pour que ceux-là puissent trouver un nouvel espoir de vivre, de sortir, de revenir. Merci, je répète que la question de la sortie des prisonniers dits politiques, je prends la précaution de dire des prisonniers dits politiques et des exilés dits politiques, dépasse l'envergure du président Romy Awadaye. Il ne peut pas à lui seul décider, encore que maintenant, il y a des sages à ses côtés qui puissent l'aider à trouver la solution juste. Merci Eugène Alossoupo, ce sera votre mot de fin. Très rapidement, Franck Coquet, pour finir. Je dois rebondir pour tout ce que tout le monde sait. J'ai un intérêt à rebondir systématiquement sur cette question. Mais pas un rebond trop long. Non, pas trop long. Je le répète souvent ici. Je suis content que Eugène ait mentionné. Je craignais d'être redondant sur cette problématique des exilés, des prisonniers dits politiques. Non, des prisonniers politiques. Le professeur Joël Aïvo, pour ma part, est un prisonnier politique. Je l'assume ici. Je voudrais revenir sur ça et souhaiter. Le président Awadaye, non seulement il a l'envergure politique, mais il a les instruments juridiques, constitutionnels, pour y parvenir. Il les a, il les tient. C'est le primus inter pares, c'est le premier de nous tous. Il est l'élu de la nation, il incarne
l'unité nationale. Ce n'est pas le Sénat qui incarne l'unité nationale. Le Sénat aide à faciliter l'action de l'unité. Voilà cette action. Le président Ouada incarne l'unité nationale. C'est lui qui détient les grandes prérogatives exorbitantes de l'État. Voilà, il a d'énormes pouvoirs pour le faire. Par contre, le Sénat peut lui servir de facilitateur. Et je souhaite que... Et nous disons la même chose. Oui, c'est ça, je vous rejoins parfaitement. Et je te rejoins, Eugène. Je te rejoins parfaitement. Le Sénat peut faciliter. Et je souhaite que le Sénat facilite. Le directeur du thèse du professeur Joël Laïvo, il est présent. Robert Dossou, son ami, son collègue, ils sont tous là. Yahi Boni, pratiquement tuteur politique de Rekia Madougou, pour ne citer que les deux figures phares, je pense qu'ils vont se parler. Et je pense que le président Patrice Talon aussi, connaissant les dossiers les plus sensibles des 10 dernières années, pourrait, de façon décontractée, échanger, expliquer dans les détails les plus grandes subtilités, pourrait s'expliquer avec ses pairs, parce que cet espace-là, je suppose que cet espace-là n'avait pas existé en son temps. Monsieur le président Yahi Boni était dans une posture purement politique et partisane, le président Patrice Talon également. Aujourd'hui, ils se sont départis de ces oripeaux politiques. Je souhaite que cette institution sénatoriale facilite le dialogue au plan national et que les différents acteurs puissent réellement aider à ce que nous ayons le professeur Aïvo, je le répète. Bien évidemment, ce ne sont pas des questions traitées au cas par cas. Je rappelle que le président Ouadaï est héritier d'une situation. Maintenant qu'il y a un Sénat qui est là, eh bien, ce Sénat-là pourrait bien faciliter les choses pour qu'on trouve les solutions justes. Plusieurs souhaits que vous avez formulés sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir pour nous en dire plus sur vos analyses relatives à ce Sénat qui est installé aujourd'hui. Aujourd'hui, le Bénin n'a pas seulement installé, chers téléspectateurs, une nouvelle institution, il a ajouté une nouvelle voie à sa démocratie, une nouvelle respiration à son édifice républicain. Et le véritable défi commence maintenant, faire du Sénat un espace où l'expérience éclaire la décision, où le dialogue enrichit la loi et où la sagesse accompagne l'avenir. Merci à nos invités, Franck Oké, Gilles Badé et même Eugène Alosupo pour la qualité de leurs analyses. Merci à Koudous Abdoulaye ainsi qu'à l'ensemble de nos équipes mobilisées pour cette édition spéciale, non seulement à Porto Novo, mais aussi ici à Cotonou. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de journée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Bénin TV. À très bientôt.